Chers confrères, chers amis, honoré de partager avec vous aujourd'hui ce modeste travail sur le cancer différencié de la thyroïde de l'enfant et la stratification du risque. Comme vous le savez tous, le cancer différencié de la thyroïde est rare chez les enfants. Il représente 0,5 à 3% seulement de toutes les tumeurs malignes pédiatriques. Le cancer papillaire est majoritaire dans 90%. Et l'âge est reconnu comme l'un des facteurs pronostiques les plus importants chez ces patients de moins de 18 ans. Ce cancer est particulièrement rare dans la première décennie. Il est plus agressif chez les enfants de moins de 10 ans. On va commencer par une petite définition de la stratification du risque. La stratification, ce système publié par l'American Thyroid Association en 2015 pour les patients pédiatriques, les divise en 3 groupes. Le groupe à faible risque, avec une toute petite tumeur confinée à la thyroïde sans ganglion avec des micrométastases. À risque intermédiaire, où il y a des métastases N1 pathologiques, NA ou NAB minimes. Et le groupe à haut risque, bien sûr, c'est les tumeurs invasives, classées T4, ou avec des métastases pathologiques à distance. La stratification de ce risque, comme vous le voyez très bien sur ce tableau de Francis du guideline en question, les classes pour un premier risque ou risque initial. Mais après traitement, on parlera du système DRS. Alors le DRS, c'est quoi? C'est un système de risque dynamique. Et celui-là classera cette population en 4 groupes. La classification DRS prendra en compte, après traitement initial, chirurgie, qu'elle soit totale ou partielle, irathérapie quand elle est totale, les marqueurs biologiques, thyroglobulines et anticorps thyroglobulines, et les résultats de l'imagerie. Vous allez voir le tableau qui vient après. Nous, on se retrouve sur la première colonne où il y a la thyroïdectomie totale avec traitement par l'iode radioactif, parce que pour toute notre population, c'est ce qui a été pratiqué. La lobectomie, quand elle est préconisée chez cette population, on rejoint 4 groupes, excellents déterminés au biochimiquement incomplet ou biostructurellement incomplet quand sa réponse est incomplète, avec des taux de thyroglobuline de valeurs différentes. Nous, on va rejoindre le premier groupe, post-thyroïdectomie totale, avec des taux de thyroglobuline inférieurs à 0,2 nanogrammes, une excellente réponse, ou 1 nanogramme après stimulation, une imagerie négative. Donc, l'objectif de l'étude qu'on va partager avec vous est d'évaluer l'utilité de la classification du risque de l'American Thyroid Association, de la stratification dynamique du risque en fonction de la réponse au traitement initial chez cette population pédiatrique atteinte de cancer différencié de la thyroïde. Notre analyse statistique a revu toutes les variables continues avec des médianes et interquartiles. On a fait aussi des courbes de DFS, donc d'après la méthode de Kaplan-Meier, et la valeur du petit p était de 0,05 et bilatérale. Pour les résultats, notre petite cohorte comprenait 45 enfants, 11 garçons et 34 filles. L'âge était entre 5 et 16 ans. Ils ont tous subi une thyroïdectomie totale et on les a suivis pendant une période de 6 années. Ils ont suivi 6 ans donc après le diagnostic. Et on a classé notre population sur ces 3 groupes de l'ATA et les 4 groupes du DRS. Il faudra juste, je rajouterai quelques éléments. En dehors des éléments démographiques et de la présentation clinique, vous allez voir sur un tableau récapitulatif sur la plaque suivante. On a eu 2 patients avec antécédents familiaux de cancer de la thyroïde. Les patients qui étaient opérés hors donc notre hôpital, hors centre Pierre-Marie Curie, étaient aussi pris en charge. Mais le suivi
c'est fait de la même façon. Donc, ces patients ont reçu de l'iode radioactif, leur balayage post-thérapeutique, suivi sur chaque 3 mois radiologiquement et biologiquement avec une évaluation clinique après 6 mois jusqu'à 5 ans de suivi, donc jusqu'à la fin de l'étude. Vous allez voir avec moi juste les caractéristiques clinico-pathologiques de base de ces patients. Majoritaire, c'est des filles. L'âge, comme vous voyez, c'est entre 5 et 10 ans, 18%. Fortuitement découvert dans 3 cas seulement, mais la masse était palpable, que ce soit par le pédiatre ou les parents dans 34 cas, donc majorité des cas. La totale, c'était de mise, 35, d'emblée, ou en 2 temps dans les 10 cas. L'hypoparathyroïdie dans 4 cas seulement, et le suivi sur 6 années. Quand vous voyez le stage TNM, on a eu des T4, 5 cas, et des métastases à distance quand même, dans 4 cas d'emblée au diagnostic. Quand on a essayé de les classer sur l'ATA risque, donc le premier, et le DRS, la réponse à la thérapie initiale, au faible risque, on voit très bien les 26 patients qui représentent approximativement 58%. Et quand on revoit le DRS à la fin, ça passe à 46% d'excellent risque. Donc, il passe, l'excellent risque initial passe en risque intermédiaire ou autre. L'intérêt de la question pour le suivi, on arrive pour les courbes de fonction de survie cumulée. En revoyant le système de stratification de risque de l'ATA, il n'y a pas de différence significative entre le faible risque et le haut risque. Il n'y a pas du tout de différence significative. On revoit la même courbe. Je vais utiliser le curseur entre le faible risque et le risque intermédiaire. Par contre, quand on passe au système DRS, bien que ce n'est pas significatif entre les 4 groupes, vous voyez très bien que les 2 derniers groupes avec réponse incomplète, que ce soit biochimique ou structurelle, la courbe voilà, se casse en bas avant le suivi à distance. Que peut-on un peu résumer de ces résultats? Donc, dans la classification du risque ATA pour notre population, ils appartenaient succinctement 58% au faible risque, 13% à l'intermédiaire et 29% au risque élevé. Il n'y avait aucune différence significative de survie sans rechute de la maladie entre particulièrement le groupe indéterminé et le groupe à faible risque. Dans le DRS, ils étaient classés avec ces pourcentages que vous voyez sur la plaque et le risque de maladie récurrence est significativement plus élevé dans le groupe indéterminé, dans le groupe avec réponse incomplète, par rapport bien sûr au groupe excellent. Le DRS basé sur la réponse au traitement initial, en plus de la classification initiale du risque pédiatrique ATA, pourrait être utile donc, pour prédire l'évolution de la maladie chez les patients pédiatriques donc, atteints de cancer différencié de la thyroïde. Donc, en résumé, le premier risque de l'ATA reflète l'étendue de la maladie. Le deuxième, le DRS, pourrait fournir des informations pronostiques, mais la stratification des risques n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est estimer le risque et séparer la population à surveiller plus intensivement et celle à surveiller moins fréquemment et moins intensivement. Donc, les essais multicentriques devraient être de mise, surtout sans frontières, afin de bien cerner cette population dans une pathologie qui reste rare. En conclusion, le système DRS est susceptible d'améliorer la prévisibilité du pronostic avec la stratification du risque ATA des enfants atteints de cancer différencié de la thyroïde. Mais d'autres études sont nécessaires pour déterminer si ce DRS, avec réponse ajustée au schéma thérapeutique initial, est utile en pratique clinique. Et merci de votre attention.